Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 22e épisode de Tatouage et Placotage. Aujourd'hui, on a un épisode un peu différent d'habitude, fait que je suis bien content de vous présenter ça. Et puis avant qu'on commence, je vous présente la commandite du jour qui est, comme toujours, Deadly North Tattoo Supply. Deadly North Tattoo Supply, pourquoi vous voulez commander de eux? Parce que c'est une entreprise canadienne qui sont super cool, vraiment très bons services, les gars sont le fun. C'est des tatoueurs qui ont parti ça, fait que c'est des gens de l'industrie. Et puis, quand ils vous shippent de l'encre en hiver, ils savent qu'on est au Québec puis qu'il fait froid. Fait qu'ils vous shippent ça dans des sacs isolés avec des petits trucs chauffants dedans. Fait que vos encres sont tout le temps... ils arrivent en bon état. Donc voici toutes les raisons pour lesquelles commander de chez Deadly North Tattoo Supply. Merci de commanditer une fois de plus. Donc aujourd'hui, je suis avec Sam et Alex de chez Love. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'être là. Puis là, c'est ça, dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, on va parler de perçage aujourd'hui un peu plus. Puis là, moi, je ne m'y connais vraiment pas tant en perçage. Fait que là, je suis sûr que vous connaissez plus le tatou que moi, je connais le perçage. Fait que là, mes questions vont sûrement être un peu non-non, mais voilà. En fait, voulez-vous me dire, c'est quand les premières fois que vous avez été confronté à un perçage, que vous avez voulu un perçage, vu un perçage super jeune, dans votre enfance? Ben moi, j'ai une cool histoire. Ben oui, vas-y. Dans le fond, je devais avoir peut-être comme 6-7 ans, puis je me rappelle, je marchais, c'était à Limoilou, j'ai grandi sur la 7e rue, puis il y avait une madame qui marchait, elle avait les cheveux tellement longs, puis ça a captivé complètement mon attention, et elle avait des oreilles remplies d'anneaux, là, mais comme du début jusqu'à la fin. Puis je trouvais ça tellement cool, puis je me suis dit, oh wow, c'est sûr et certain que je vais en avoir autant que ça aussi sur mes oreilles. Je trouvais ça vraiment, vraiment hot. Elle avait tout le look un peu bohème qu'elle avait avec ça, puis ça l'a complètement attiré mon attention. OK, cool. Puis là, à ce moment-là, tu m'as dit que tu étais plutôt jeune. Ouais. Puis ça a été quand ton premier perçage, ou ça a été quand la première fois que tu as voulu un perçage? Est-ce que tes parents voulaient, tu sais, puis tout ça? Ben, écoute, ça aussi, c'est une drôle d'histoire, là. J'avais 8 ans quand j'ai eu mon premier perçage, à part, mettons, de mes lobes d'oreilles que j'ai eu quand j'étais toute petite. Mm-hmm. C'est mon perçage de nez. C'est jeune? Oui. Très jeune? Oui, c'est ça. 8 ans. C'est ce que j'ai vraiment... je voulais tellement en avoir un. Puis j'en parlais, puis j'arrêtais plus d'en parler. Là. J'en parlais à l'infini. Puis finalement, ma mère a comme pogné les nerfs. Puis elle dit, tu veux avoir un perçage de nez? Cool, on va aller te faire un perçage de nez. Puis on y a été. J'ai eu mon perçage de nez, je l'ai fait faire au Punch chez Faces, back in the days. Au bûcher. Et ça l'a tellement mal viré, en fait. Là, ça a été une expérience absolument horrible. J'ai fini à l'hôpital parce parce que dans le fond, c'est un perçage avec un papillon à l'intérieur. Premièrement, c'est zéro confortable. Deuxièmement, ça laisse absolument pas de place à l'enflure. Fait que ma peau a embarqué par-dessus, en dedans et puis au-dessus. Fait que là, je me suis ramassée à l'hôpital puis ils m'ont enlevé mon perçage de narine. C'était mon expérience. Fait que t'es reparti pas de perçage finalement. Oui, avec un beau trou dans le nez puis une expérience extrêmement traumatisante. Wow. Ouais. OK. Bon. Puis toi, Sam? Première exposition moins intense. Mon oncle, sa conjointe et le fils de sa conjointe à ce moment-là avaient tous environ 10 anneaux par oreille, fait au poinçon aussi, mais ça vient d'une région style d'Israéli. Donc, de l'hélix, le plus haut, ce qu'on les gens appellent un croquant, jusqu'au lobe, juste des anneaux gris, percés au punch. Il y en avait 2 à 3 à chaque quelques semaines. OK, mais quand tout même, sauf ce qu'on recommande. Ouais, c'est juste pour rien quand même, c'est quand même intense. Puis j'avais peut-être disons, 10-11 ans. Fait qu'évidemment, je trouvais ça cool, mais tu sais, je voulais juste m'amuser avec mon cousin, fait que c'était pas aussi cool que, mettons, avec l'œil que j'ai aujourd'hui, disons. Mais c'était ma première vraie exposition. Puis ensuite, je me suis juste vraiment intéressé à ça quand j'avais plus vers autour de 18-19 ans, où j'ai eu mes vrais premiers. Là, OK. Puis, ben ça, fait que 18-19 ans, c'était tes premiers perçages que tu t'es fait percer? Ouais, que je me suis fait faire. Okay. Que je me suis fait faire, ouais, exact. Ça, c'était une belle expérience. Ça a bien été? Ça a bien été. Je les ai tous retirés pour plein de raisons de résultats, disons. Ça n'a pas sorti comme ça aurait dû. Mais tu sais, premier perçage à vie, c'est souvent synonyme d'erreur un peu, malheureusement. Donc, ça a été mes expériences. J'en ai fait 4 en une période de 2 semaines. Puis, tabarnouche? Ouais, all-in. J'étais craqué, j'aimais ça. Puis, je les ai tous retirés parce que ça fitait vraiment pas avec moi dans ces années-là. Très cool. Aujourd'hui, vous êtes les deux copropriétaires du Love, qui est une shop de perçage à Québec. Puis, dites-moi, tu sais, comment on commence à percer? C'est un domaine qui s'apprend par mentorat. Donc, par apprentissage, en étant apprenti, donné par un mentor.
au final, il n'y a pas de background académique, il n'y a pas de DEP, d'AEC, de technique, de bac, de postdoc, ça se fait pas. Donc, c'est un domaine qui est artistique. Tu te fais recruter essentiellement, ou si tu es vraiment chanceux, tu vas porter toi-même ton CV, puis on te garde, essentiellement. C'est la méthode, je pense, la plus commune. L'autre, c'est de gravir les échelons, si je peux dire ça. Je vais dire ça, mais j'aime pas le dire, dans le sens qu'il n'y a pas d'échelon dans une boutique. Tout le monde a son rôle qui est tout aussi important les uns que les autres. Ouais. Des fois, on commence avec des responsabilités qui sont plus simples. Exemple, la réception d'un client, l'entretien du studio. Puis ensuite, si les skills, on va dire, les aptitudes sont là, on peut donc évoluer dans la compagnie, apprendre à percer, justement, mais c'est pas une garantie. Cool. Au final, mentorat, apprentissage. OK. Puis on peut dire, ça prend, mettons, combien de temps, tu sais, apprendre à bien percer? Puis là, je sais que c'est une question qui doit avoir comme plein de nuances comme réponse, là, parce que moi, si je pense que dans le tatou, ça peut tellement beaucoup varier. C'est la vie. Mais tu sais, c'est ça, t'apprends tout le temps, mais tu sais, généralement, tu sais, former quelqu'un qui a jamais percé puis qui commence à percer, ça prend combien de temps avant d'être à l'aise ou d'être, disons, apte à percer? Quand disons, dans un contexte où la personne qui te mentor fait bien ça et tout, mettons, là. Je pense que ça dépend de chaque perçage. En fait, on commence pas directement en faisant tous les perçages. Il faut que tu te pratiques. C'est vraiment beaucoup d'heures, beaucoup de pratique, finalement, là, avec les clients aussi, tu sais, d'être à l'aise, premièrement, avec le client. De percer quelqu'un, c'est extrêmement stressant. Un peu comme la première fois que quelqu'un va tatouer sur une peau d'être humain. On est toujours super stressé. De quoi ça va avoir l'air? On veut pas faire mal à personne non plus. Tu sais, c'est dole d'être la personne qui fait mal au client. Mais c'est quelque chose qui va arriver nécessairement, dans le fond. Tu sais, c'est obligatoire. C'est un passage qui est obligé pour pouvoir avoir le résultat qu'on souhaite avoir. Fait que déjà là, il faut que le perceur passe par-dessus ça. Puis il faut qu'il pratique plusieurs perçages. Puis il y a plusieurs techniques de perçage aussi, plusieurs outils. Tu sais, il y a vraiment... C'est un monde, là. Fait que de dire que... Je pense que c'est... Quand tu as terminé, mettons, puis tu peux dire que tu es perceur, que tu n'es plus un apprenti, je pense que c'est quand tu es pleinement à l'aise de travailler sur quelqu'un, pleinement à l'aise de faire des perçages, puis d'offrir aussi un résultat, tu sais, qui est sécuritaire, un résultat qui va être... consistant aussi. Absolument. Une constance, ça, c'est vraiment important. Fait que c'est dur à dire. Je pense que ça va vraiment dépendre de tous et chacun. C'est pas tout le monde qui travaille au même rythme, un peu comme pour le tatouage aussi. Tu sais, c'est vraiment très... ça dépend des personnes. Mais au moins 2 ans... Moi, j'aurais dit 1,5 à 2 ans. Ouais. Moi, par contre, ça a pris peut-être... Mettons, on a décidé que la marque des 2 ans, c'était convenable parce que j'étais autonome sur 90% des procédures. Mais comme Alex a dit, ça marche par échelon, par apprentissage. T'sais, mettons qu'on aurait un apprenti, disons, demain. Je pense pas que la personne va toucher un client avec un aiguille pendant plusieurs mois. On pourrait dire, mettons, 3 à 6, tout dépendant de la personne. Tu as définitivement hâte day one. C'est pas... Tu sais, Alex, ça disait, mettons, quand tu te sens confortable, je pense qu'on se sent confortable trop vite avant les premiers perçages. Fait qu'on va dire 3-6 mois, puis ensuite, ça se développe. Moi, j'avais appris par échelle, on va dire. Fait que, disons, on faisait des groupes de 3 à 4, mettons, par niveau de complexité. Donc, mettons, on commençait par des lobes, des cartissages de conch et d'hélix. Ironiquement, les lobes, je pense que c'est beaucoup plus haut niveau que ce qu'on prétend. Souvent, on disait que c'est les premiers les plus faciles. C'est tellement mou, puis ça bouge. Je pense que c'est un des plus durs, en fait, à faire, même après bientôt 11 ans dans le domaine. Ça reste un versage que ça prend plus de temps à se positionner et de le réaliser. Mais bref, quand les personnes évoluent dans le domaine, 1,5 à 2 ans, je pense que c'est raisonnable de dire que ça prend ça. Cool. J'aime ça comparer à un DEP, mais on a fait chaud, disons. Oui, je comprends. Puis tantôt, en fait, Alex, tu parlais c'est important de se pratiquer et tout. C'est comment on se pratique dans le perçage? Y a-t-il des façons autres que de se pratiquer sur des gens? Faut être des amis. C'est un peu comme le tatouage, encore là, tu sais, c'est te lancer là-dedans, puis de demander à des gens qui vont te faire confiance aussi, qui sont willing là, de te prêter leur partie, la partie de leur corps sur laquelle tu vas te pratiquer. C'est pas. Sinon, il y a toujours des peaux aussi. Synthétiques? Des peaux synthétiques sur lesquelles. Comme nous, à la shop, on a des petits modèles de nez, des petits modèles de langue, des petits modèles d'oreilles, des petits modèles d'un petit peu tout. Là. Fait que, tu sais, on peut comme pratiquer justement comment placer le bével de son aiguille, comment qu'on va recevoir cette aiguille-là. Il y a différentes façons qu'on peut
qu'on peut amener ça avant de pratiquer sur un client. Mais ouais, tout va passer par... Ben, c'est sûr que c'est jamais comme quelqu'un qui bouge, qui respire, puis qui est en vie, puis que tout le monde est différent. Les premières étapes, je pense, d'apprentissage, c'est de faire des changements simples sur des personnages guéris. Puis moi, tu sais, j'ai jamais eu d'apprenti que j'ai débuté du début jusqu'à la fin, disons, ça m'est jamais arrivé. Mais mettons que j'aurais pour former quelqu'un, je pense qu'une des choses que je ferais, ce serait, comme je disais, donc des changements sur des personnages guéris, mais tu sais, de simuler un personnage à toutes les fois. On utilise des outils qui simulent un peu une aiguille des fois. Fait que de juste adapter ses angles, tu sais, faire bouger son client de la même façon qu'on bougerait pendant un perçage, je pense que ce serait l'exemple le plus proche. Alex qui a dit avec les oreilles en silicone, les parties de corps en silicone, c'est bien, mais tu sais, c'est pas 100% parfait, c'est pas la même résistance. Comme tu as dit aussi, tu sais, il manque le facteur réaction du client, tu sais, le stress aussi. Ah, puis ça joue tellement un gros impact, la réaction du client. Là, c'est... Mon premier passage à vie, c'était sur une collègue à moi, Martine Arcand, je te salue. C'était un Helix. C'était le plus horrible sur la planète Terre. Là. C'était croche. Puis je la connaissais, je voulais pas faire mal, j'étais nerveux. Puis pourtant, j'avais travaillé un petit peu en prélèvement. Donc, tu sais, manipuler les aiguilles, ça me stressait pas. Mais c'était pas le plus beau. Il a duré moins de 24 heures parce qu'il y a eu des photos de passeport à prendre au travers. Fait qu'on l'a retiré. Puis c'est ça. Mais ouais. OK, cool. Mais tu sais, tu vois, à vous de me dire si c'est semblable, mais mettons dans le tatouage, moi, les peaux synthétiques, en tout cas, je pense, puis je dis souvent que c'est le genre d'affaire qu'il faut pas utiliser longtemps. Puis que la seule raison pour laquelle je trouve que ça a vraiment une utilité, c'est pas tant pour se pratiquer à tatouer, mais c'est plus d'être à l'aise avec la machine dans ses mains. Exact. Parce qu'au début, tu sais, t'es comme... Ça semble peut-être intense, mais vraiment comme ça shake, ça vibre, puis là, ça fait plein d'affaires, puis il y a de l'encre qui sort de ça, puis là, ça splash partout, tu sais. Ouais. Fait que la fausse peau, on s'en fout vraiment, mais juste le fait d'être rendu à l'aise à la tenir, puis d'avoir un mouvement qui est fluide, peu importe comme... C'est comme la profondeur sur une fausse peau, c'est tellement pas une texture de vraie peau. Fait que ça doit être semblable pour vous aussi. Mais c'est la même chose, en fait. C'est vraiment, comme tu dis, c'est le mouvement. Tout est dans le mouvement. Comment tu vas tenir ton aiguille? Comment tu vas réaliser ce perçage-là? Mais c'est pas... on peut pas dire que c'est comme une bonne pratique d'avant de percer un client. Le client, ça va toujours être comme l'ultime pratique. Mais comme ça me dit, les changements de bijoux, là, c'est vraiment un bon début. Là. Comme quand tu es rendu à l'aise pour travailler un petit peu plus avec le client, déjà de changer un bijou, c'est quand même stressant quand tu l'as jamais fait une première fois. Tu as manipulé beaucoup d'outils dans tes mains. Comment tu vas placer tes outils dans tes mains? Oui. C'est beaucoup de choses à penser. Tu peux pas faire des allers-retours entre ton client, la table sur laquelle tu as déposé tes outils, ton client, la table. Il y a tellement d'erreurs qui peuvent arriver en plus dans cette circulation-là. Il faut que ça se passe vite. Il faut que tu sois efficace. Ironiquement, on commence comme ça. Tu fais 10 000 pas dans ta journée, mais juste entre ton client et ta table, juste parce que tu n'as pas les skills pour manipuler tous les outils en même temps dans tes mains. Tu sais. Moi, je travaille avec tout entre mes... je sais jamais les noms, là, mais le petit doigt et l'autre à côté. Je cache tout là. Puis ça se fait en 2 secondes. T'sais. Une procédure, j'en ai une copie dans la vidéo, puis le plus rapide, ça a été 14 secondes, parce que tout est posé, fini, final. Mais dans mes débuts, c'était peut-être pas 14 minutes, mais disons, on va dire 3 minutes de juste back and forth. C'est quand même long, 3 minutes. Là, mais le passage d'une seconde. Mais les manipulations peuvent prendre du temps, parce que tu as encore les shaky hands, t'es nerveux. Mais... Tu te places avec ton aiguille en face de ton poing. Est-ce que ton poing est droit? Est-ce que ton aiguille est correcte? C'est comme... Quelle d'étape, là? Puis... j'allais vous poser une question, oui, c'est ça. Tu sais, souvent, je vais demander aux gens que je reçois, qui sont pas mal tout le temps des tatoueurs, tu sais, comme, c'est quoi le style de tatouage que tu fais? Est-ce que dans le perçage, on peut dire que chaque perceur a son style de perçage et a un peu une esthétique qui est propre à lui ou pas vraiment? Pas vraiment. Moi, je dirais non. Je pense que ton style va être la réalisation de tes projets, dans le sens le résultat fini. Ce que tu vas conseiller à tes clients va définir un peu ton style dans tout ça. Mettons, moi, j'ai un goût sur certaines pièces de bijoux puis d'esthétique en général. Alexandra va avoir la même idée. Une idée différente, mais son idée à elle. Puis on a, par exemple, Morgane qui travaille avec nous, elle a complètement un autre style, mais tu sais, des fois, on interchange des clients sans le vouloir, tu sais, en fonction des disponibilités des clients, puis ça crée des projets de fou. Mais mettons, si je regarde mon portfolio, puis mettons celui de mes collègues, il est déjà différent. Fait que ça dépend. Fait que non, on n'a pas de style en tant que tel. On conseille des bijoux. C'est ça dans le choix de bijoux, sûrement, plus. Absolument. On est toujours influencé un peu. Quand un client vient en boutique, c'est sûr qu'on va l'orienter vers des pièces que nous, on aime, c'est sûr. Mais c'est sûr que le choix revient au client. Fait que, on y va. C'est dur de définir un style quand c'est ta clientèle qui choisit. C'est un peu comme dans le tatouage. J'imagine,
ton style, c'est sûrement pas des fleurs, mettons, mais tu sais, si t'en as fait, mettons, 10 000, Bon, oui. tu sais, ça se définit pas ton style, mais tu sais, en tout cas. Bon, oui, clairement. L'exemple, mais... Puis, est-ce que vous considérez que c'est un peu votre rôle d'accompagner le client dans le bon choix de bijoux? Puis là, évidemment, sur un point technique, là, de comme ça marche, ça marche pas. Mais au niveau esthétique seulement, dans ce qui marche, est-ce que vous considérez que c'est aussi votre rôle de faire hey, ça peut-être que toi, ça tirait un peu mieux ou pas? Jusqu'à une certaine limite, oui. Absolument. Puis souvent aussi, par rapport à leur anatomie, ça peut changer beaucoup de choses. Comme tu peux pas avoir nécessairement tous les bijoux pour tous les perçages. Dépendant aussi, tu sais, comme de ton oreille, on a beaucoup de pièces à la boutique qui vont être soit très larges, soit très longues, des pièces qui fonctionneraient pas nécessairement dans ton conch à toi, mais qui vont fonctionner dans le conch de Sam, juste parce que la façon dont ton cartilage va être placé dans ton oreille, c'est vraiment anatomique. Fait que c'est un petit peu plus personnalisé à ce niveau-là. Puis là aussi, il va venir l'option là, de pouvoir commander des bijoux qui sont sur mesure aussi. C'est quand même pratique pour pouvoir aller justement comme épouser chaque partie de ton oreille ou de ton nez ou de peu importe ce que tu veux te faire percer parfaitement. D'un point de vue d'un perceur, je pense que quand on refuse un projet, c'est vraiment à raison anatomique. Mais en termes de choix de bijoux, tu sais, le client est toujours libre de choisir ce qu'il veut, mais nous, notre rôle, je pense, c'est de conseiller un bijou qui va être convenable, mais qui va aussi fitter avec le train de vie de la personne. Oui. Exemple, quelqu'un qui fait de la moto l'été, tu sais, puis il nous dirait, hey, j'aimerais ça avoir quelques perçages de cartilage d'oreille, tu sais, puis on est pré-saison, mettons, on est en mars, tu sais. C'est con, mais c'est une information qui est quand même cruciale, qui me dit, moi, que tu vas sûrement pas avoir la meilleure guérison ou je sais même pas si tu vas les guérir aussi. Donc, c'est le genre de refus qu'on fait. Mais, tu sais, si tu parlais, mettons, plus d'un choix de pierre, disons, là, on te laisse aller. On va te conseiller parce qu'on sait qu'est-ce qui fit bien ensemble. Puis moi, j'aime ça commencer le rendez-vous en disant qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux porter, as-tu une pierre de préférence? Mais si tu me réponds très vague, ben, on va y aller avec ton coup de cœur. Fait que, si tu veux mélanger des pierres rouges avec des pierres vertes puis des pierres mauves à côté, c'est toi le boss. C'est toi t'as fait ça il n'y a pas longtemps. Non, c'est une photo qu'on avait vue en ligne. Non, mais tu sais, le perçage d'Elix, là. Oui, pierre rouge, vert, puis mauve. Grenat, améthyste, puis Oregon Sunstone, t'as raison. Oregon Sunstone. Puis zircon travers, ouais. Très cool. Diamant travers. Dites-moi, en fait, là, je sais comme pas quand le plugger, mais là, en tout cas, mes yeux viennent de se diriger là, fait qu'on va faire ça là. À tous les épisodes, en fait, je fais un petit segment que j'appelle comme le petit segment dictionnaire. Fait que là, mettons, je vous explique d'où ça vient. J'avais un ami qui écoutait les épisodes puis qui me disait, c'est le fun de vous entendre parler, mais moi, je connais pas ce monde-là. Puis il y a plein de mots je comprends pas, que j'entends. Fait que là, si les gens écoutent plein d'épisodes, ben ils se build un petit vocabulaire de tatouage et de perçage. Puis là, je vous demanderais de m'expliquer, pour quelqu'un qui connaisse zéro comment ça marche, c'est quoi quelque chose qui est stérile, / un peu le processus de stérilisation. Puis pourquoi je vous demande ça, c'est parce que souvent, les gens vont vous interchanger maladroitement comme stérile, désinfecté, nettoyé, propre, sale, peu importe. Puis c'est tous des mots qui veulent vraiment pas dire la même chose. Fait que voulez-vous me dire, stérilisation, stérile, c'est quoi? Oui, évidemment. Quelque chose de stérile, au final, c'est quelque chose qui est indemne de tout ce qui est pathogène ou bactéries vivantes. Donc, excusez, 2 petites secondes, désolé. Donc, c'est ça, c'est la propreté à la perfection même. Donc, il n'y a rien de vivant sur les outils, les bijoux et quoi que ce soit. Désinfecter, c'est souvent on va utiliser de l'alcool, des trucs comme ça, qui vont tuer la majeure partie des bactéries, mais qui gardent en vie certaines bactéries qu'on voudrait quand même pas dans une blessure de notre corps. Nous, on travaille avec des bijoux. Des fois, il y a des composantes de polissage qui peuvent être toxiques pour la peau. Après ça, c'est peut-être une erreur de manipulation. Quand on a reçu la commande, on l'a déballé, on l'a peut-être laissé traîner sur un comptoir. Donc, il peut se trouver 1 million de bactéries. Les comptoirs, c'est les mêmes qu'on va mettre, mettons, nos sacs quand on arrive au travail. Fait au final, une désinfection, c'est pas suffisant. On stérilise. Nous, on utilise un autoclave qui s'appelle un Statim. C'est un autoclave que tu dois peut-être connaître, mais c'est utilisé... mais explique quand même. Okay. C'est un autoclave qui est utilisé en dentisterie au final. Fait que on considère un des meilleurs dans le domaine. Tu as des formats. Nous, on utilise le plus classique. En environ 5 minutes, 5-6 minutes, tout est stérile puis de moins en moins chaud, donc prêt à l'utilisation. On travaille au sein d'une chambre de stérilisation, donc on appelle ça une cassette. Dès qu'on l'ouvre, tout ce qui est dans l'intérieur est stérile, donc on s'assure de travailler avec un protocole aseptique le plus bien possible. Tout ce qu'on touche, on le jette dans cet ordre-là. On touche jamais quelque chose de sale pour le ramener dans notre matériel stérile au final. Mais quelque chose de, mettons, désinfecté, c'est pas adéquat pour un perçage, mais même pour, mettons, une installation de bijoux, on considère que c'est pas suffisant non plus. Encore une fois, à cause des propriétés comme chimiques
polishing compounds, là, des composantes de polissage. Puis, mais, ouais. Est-ce que dans le perçage, justement, tout est stérile? Tu sais, les bijoux, les aiguilles, expliquez-moi. Qu'est-ce qui est Les stérile? pinces, là, tout, les gaz qu'on utilise vont être stériles. Tout est absolument stérile. Les gants, les gaz, le bijou, la tige qui va sur le bijou, les diverses pinces qu'on va avoir besoin. Même, souvent, on va stériliser plus de stock pour votre perçage que nécessaire, parce qu'on va être sûr et certain que tout ce qu'on va avoir besoin ou qu'on pourrait peut-être avoir besoin va être stérile et prêt à ce moment-là. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on peut embarquer dans cette cassette-là, on l'embarque. Là. Fait que les pinces, les gaz, tout. Là. Cool. Puis, tu sais, je pense que c'est une des grosses différences entre le tatouage et le perçage. Tu sais, dans le tatouage, pour vrai, il n'y a pas grand-chose de stérile. Outre, mettons, évidemment, les aiguilles, les tubes. Mais dans à peu près tout le matériel qu'on utilise, il n'y a pas grand-chose de stérile. Puis j'entends beaucoup de tatoueurs comme un peu débattre là-dessus, puis comme s'ostiner sur des trucs. Mais tu sais, à peu près tout le monde tatoue avec des Scott Towels. Scott Towels, c'est zéro stérile. Non, c'est loin. Saran Wrap, c'est pas stérile. Non, c'est ça. Puis tout ce qu'on utilise quasiment. Mais oui, mais pour le... Puis en plus, je prends juste le temps de le préciser, c'est pas nécessairement... fou, là, genre, nos bedsheets n'ont pas besoin d'être stériles ou quoi que ce soit. Le perçage puis le tatouage, c'est vraiment très différent. Si vous passez au travers d'un muscle ou de quelque chose au complet, tu sais. Muscle, c'est beaucoup. Hein, on voudrait vraiment pas faire ça. Mais tu sais, en tout cas, du moins, l'aiguille va vraiment plus profond dans la peau. Voulez-vous me dire, c'est quoi le plus grand défi que vous avez en tant que perceur? C'est quoi qui est le plus difficile de votre job? C'est une bonne question. Ce qui est difficile. Il y a des procédures qui sont plus difficiles que d'autres, ça c'est sûr. Mettons, dans les plus communes, certains perçages, on va dire de date. C'est un endroit, une petite section du cartilage qu'on perce, qui, je pense, est une technique avancée. Fait qu'en tant que, dans la profession de perceur, je pense que c'est un des perçages les plus difficiles. Mais en termes de, mettons, le overall, je pense que la manipulation les anneaux, spécifiquement, je trouve que c'est plus difficile. Les connexions de bijoux, ce serait un close Sagan aussi. Connexion de bijoux, c'est le transfert, mettons, d'un aiguille au bijou. Des fois, il y a un entre-deux, mais rarement, on en utilise. Fait que ce genre de petites manipulations-là, je pense que c'est les plus compliqués. À cet endroit-là, tu veux dire, ou en général? Dans le corps en général. Okay. Mettons, en termes de procédure, le date. Mais en termes de overall, je pense que les connexions de bijoux, c'est quand même plus complexe. Les septums. Les septums dédiés, là, ça, c'est incroyable. Des fois, les gens, ça paraît pas comme ça, tu sais, mais à l'intérieur, là, il n'y a rien qui est droit là-dedans. C'est vraiment difficile de faire un perçage de septum qui va être parfaitement droit. Souvent, faut aller tricher avec un certain angle pour aller juste le mettre droit dans le visage, parce que ce qui est en dedans est zéro droit. Tu sais, c'est vraiment difficile de travailler avec ça. Je pense que ça, c'est quand même un bon challenge pour... J'aurais tendance à dire la plupart des perceurs. Fait que tout ce qui est septum dévié, c'est quand même stressant. Oui, ben justement, quand moi, je me suis fait percer mon septum, ça fait déjà plusieurs années, mais je connaissais pas vraiment ça. Puis là, justement, la personne qui me perçait m'avait expliqué, là, tu vas voir, là, tu prends le temps de checker, mais j'ai comme, tu sais, faut que j'y aille un peu en angle pour comme venir contrebalancer puis que ça ait de l'air droit. Puis là, j'avais comme, tu sais, jamais pensé à ça. Fait que c'était comme, oh fuck, OK. C'était quasiment stressant. J'étais comme là, OK, on va y aller croche, mais pour que ça soit droit. Mais finalement, c'était correct. J'assume que c'était correct. Là, moi, je connais pas ça, mais du moins, j'avais eu un bon service. Puis ça a bien été, je pense. Là. Il est parfait, ton septum. Moi, j'ai rien à dire. Cool. Je trouve que tout a l'air droit. En termes de procédure, c'est vrai que ce qu'Alexandre disait, puis l'expérience que tu as eue, c'est vrai. Des fois, il faut être croche pour que ça sorte droit. Puis voulez-vous expliquer pourquoi, justement, un septum, c'est difficile à percer, contrairement, mettons, à d'autres perçages? Premièrement, on voit rien. C'est vraiment difficile. On voit rien. On voit, là, mais pas comme on voudrait. C'est pas comme percer un hélix où il n'y a rien qui bouge, tout est droit. On voit à l'arrière, on voit à l'avant. Tout est clair. On peut pas vraiment... Il y a moins de chance à l'erreur. Un septum, c'est comme mou, c'est dans le nez. La personne, elle va avoir des réactions aussi. Ça arrive des fois que les gens qui se font percer le septum atchoum, ils vont pleurer. Pas nécessairement pleurer de douleur, mais parce que il y a un pincement au niveau de ton nez, fait que ça te fait pleurer des yeux. Ils ont des réactions particulières. C'est une zone qui est quand même sensible dans ton corps. Fait que c'est vraiment, on n'est pas habitué d'avoir comme une douleur au bout de ton nez là, dans le haut. Là. Fait que c'est, ouais. En termes de procédure, ce qu'Alex a dit, il y a des sections sur le corps qui sont clairement comme obvious, sont plus faciles à manipuler. En manipulant ton aiguille, tu es capable d'avoir une direction générale, mais pour un septum, du moins, dommage, je l'ai fait, mes clients ont toute la tête un peu dans le vide. Fait que c'est un peu comme si je serais en haut de toi, puis tu as un petit peu la tête inclinée. Ceux qui regardent la vidéo vont le voir, mais
une petite angle comme ça. Mais au final, c'est une question de repérage. On vient sentir une région, mais on la voit pas. Donc, on appelle ça un sweet spot. On utilise des outils pour déterminer son emplacement. Ensuite, j'utilise la regarde de mon aiguille pour ça, disons. Fait que là, il faut qu'on fasse un 180, puis après ça, il faut que tu aies une espèce de mémoire musculaire, te rappeler exactement c'était où. Parce que là, tu peux plus juste remettre une pression, tu as l'aiguille dans les mains. C'est là qu'on n'a plus de marge d'erreur. Puis là, c'est d'apprendre à bouger droit sur le plan comme horizontal, mais aussi les deux autres plans. Donc, on veut que les 3 axes du perçage soient vraiment bien pour que ça sorte droit. C'est vraiment pas le perçage le plus facile. Moi, c'est un de mes préférés, mais un des plus challengeants, ça, c'est vrai. Fait que, il n'y a rien de plus fun que commencer. Moi, je commence le mardi matin, ma semaine, quand c'est ta semaine avec un septum. Je trouve que ça te met dans l'eau chaude en partant. Fait que, c'est un perçage populaire? Vous diriez, c'est quoi le perçage peut-être le plus populaire ou le perçage que vous faites le plus? Ben, c'est sûr que tous les perçages d'oreilles en général, c'est sûr que ça risque d'être forever les plus populaires. Mais perçage de septum, définitivement un perçage qui est très populaire depuis plusieurs années. Oui, absolument. Là, ça s'est mis à être très populaire il y a plusieurs années. Puis c'est juste comme constamment... Il y a beaucoup de gens qui ont des perçages de septum dans différentes sphères de la société aussi. Samuel va avoir tendance à percer... Ça arrive quand même régulièrement, je vais parler pour ça, mais des gens qui vont travailler dans le milieu médical, qui vont avoir des septums. Il n'y a plus de problème à avoir des septums dans plusieurs domaines. Avocat, notaire, les jobs qu'on pourrait penser que, à part un lobe, c'est mal vu, disons, mais notaire, avocat, médecin, infirmière, on perce de tout le monde. Fait que le septum, je pense, il est dans le top 5, ça, c'est sûr. Absolument. Là. Mais le plus populaire, c'est le lobe, là, en passant. Okay. Bon. Puis justement, en fait, je voulais vous demander, est-ce que dans le perçage, autant que dans le tatouage, on peut voir des modes avec les années? Je sais que ça fait longtemps que vous percez les deux. Ouais. À quel point on voit des modes? Je pense que c'est cyclique, officiellement, mais cyclique, peut-être qu'on va dire... les modes changent, on dirait peut-être aux 2 ans, grossièrement. Je serais pour mettre un chiffre, je dirais à peu près 2. Mettons, un des perçages que mes proches sont surpris d'apprendre, c'est que les perçages de sourcils et de la braie verticale et de rook, c'est comme quelque chose vraiment en tendance ces temps-ci. Oui, ça, on s'en fait demander énormément. Le perçage de sourcils, là, comme vraiment droit avec les yeux, là, 2 fois des 2 côtés. Un peu moins comme le classique des années 90 en angle. C'est juste un sourcil, mais vraiment là, comme ça, ou vraiment en avant. C'est vraiment big. Quand j'ai commencé, c'était genre un côté. Il y avait encore une signification sur le côté tu te faisais percer, tu sais. Ouais. En tout cas. Puis là, une année, c'était les doubles. Donc, un double, mais d'un côté, tu sais. Après ça, comme Alex disait, c'était au centre du sourcil. Donc, vraiment comme si on avait une expression surpris, mais en paire. Donc, excusez pour le micro. Donc, un côté gauche et un côté droit en même temps. Ça a été quelque chose de plus populaire. Mais là, c'est ainsi, ce que je trouve qui revient, c'est la mode des années 90. Donc, un seul côté, là, disons. Okay. On en fait de plus en plus, c'est nice. Puis, ça arrive-tu des gens qui viennent se faire percer, qui font faire, en fait, plein de perçages en même temps? Ouais. Y a-tu une limite à ça? Non, on va topper à 4. Okay. On pense que 4 perçages dans ta session, déjà, en partant, t'es très cowboy, là, comme c'est good. 4 perçages, c'est beaucoup pour le corps à faire guérir. On aime ça minimiser le perçage en disant, hey, c'est juste un petit trou, c'est rien. Mais le corps, il se fatigue vite. Juste pendant ton temps sur la table, le 4e, tu l'aimeras pas autant que ton premier. T'as quasiment hâte que ça finisse, t'sais. Mais nous, c'est pas juste où ta tolérance, c'est pas ça, on veut pas la trouver non plus. Mais c'est surtout l'aspect guérison qui va être important pour nous. Je pourrais te faire 30 perçages si tu veux une journée, si t'es prêt, let's go, on le fait. L'affaire, c'est que je pense pas que tu vas les guérir. Fait que nous, on aime ça limiter ça à peu près 4. Comme ça, on s'assure que tu as une belle guérison. Puis il y a aussi une petite stratégie au travers de ça, mais le chiffre 4, je pense que c'est le keyword là-dessus. Là. Oui, puis aussi, ce qui va arriver ce qui va souvent se passer, là, les gens vont choisir s'en faire plusieurs, c'est souvent dans les oreilles. Puis on va pas qu'on va conseiller de t'en faire plus, mais t'es mieux d'en faire. Mettons que tu sais que tu voudrais avoir un 2e perçage de lobe, un perçage de date puis un perçage d'hélix. Au lieu d'attendre qu'ils guérissent toutes, ça va te prendre comme 3 ans avant de te faire comme tous tes perçages. Tu peux te faire les 3 en même temps. De toute façon, on va te demander de ne pas dormir sur ton oreille pendant une certaine période de temps. Fait que tant qu'à les guérir, tu veux pas comme pas dormir sur ton oreille pendant 3 ans. Là. Tu vas être comme sans dormir sur ton oreille pendant comme le laps de temps que ça va demander pour ton perçage, de tous tes perçages de guérir. Puis justement, pour une raison aussi, là, ton corps a demandé une limite. Là, on veut pas non plus comme rendre ça au maximum là, de ta tolérance. Là. C'est supposé être le fun. Donc, tu sais, avoir mal à l'oreille, aux 2 oreilles, disons, pendant une longue période, personne va aimer ça. Puis c'est pas ce qu'on veut offrir. Là. Cool. Puis justement, parlant de guérison,
si vous direz, là, j'ai comme plein de questions qui me pop, qui sont variées, là, mais C'est cool. c'est quoi le plus gros gap de, mettons, le perçage qui guérit le plus rapidement puis le perçage qui guérit le moins rapidement? La langue, ça guérit vite. C'est vrai. La langue, le Le septum. blanc en moyenne. Le blanc septembre, t'as raison. Ouais. Peut-être grossièrement 4 semaines. Il y a toujours un plus ou moins. Oh, tu sais. Ça fait plus mal dans le temps de le dire. Tu sais. On va dire, mettons, quelques jours seulement, mais personne n'est guéri en quelques jours. Là, tu sais. On va dire, mettons, 4 semaines, mais le plus long, 12 mois en montant, ça peut arriver pour certains perçages. Ah oui, les perçages d'hélix, tout ce qui est cartilage d'oreille. Là. Le classique nombril. Le nombril, oui, c'est des perçages Super qu'on beau, mais accroche très tout long le temps. à guérir. On les accroche tout le temps dans différentes sphères de notre vie. Veux pas, ça va ralentir le processus de guérison, puis c'est des perçages qui sont juste plus longs à guérir en tant que tel. Une narine aussi, c'est très long. Là, on va parler de délai recommandé, mais tu sais, exemple que quelqu'un, tu sais, un train de vie qui ne permet pas trop un perçage. En d'autres mots, mettons, il se fait percer de nombril, mais tu sais, il y a quelques années, par exemple, c'est la mode des tailles hautes. Fait que, une des recommandations qu'on a, c'est de ne pas mettre de pression sur son vêtement, sur son perçage, que à l'aide de ses vêtements, style ses pantalons. Fait que, mettons, on se ramène 3-4 ans en arrière, les tailles hautes, sont le plus haut qu'ils ont jamais été, je pense. Si tu te fais percer de nombril, je pense que 12 mois, c'est peut-être 20% du temps réel de ta guérison, si tu finis par le guérir, tu sais. Mais les temps recommandés, 12 mois, je pense que ça fait le tour. Si t'es à cheval, que t'es discipliné, 12 mois, ça fait du sens. De toute façon, j'aime partir du principe que tous les perçages sont jamais complètement cicatrisés, complètement guéris en dedans d'au moins ça, 1 an. Tu sais, veux pas, on perce barre en barre une partie de ton corps. On va te placer un petit bijou à l'intérieur de ça. C'est long, là. C'est long avant que ça s'aille complètement. De dire que, ah oui, il est complètement guéri, ça prend plusieurs mois. Tu sais, 12 mois, c'est bien, là. Cool. Ça répond à ma question. Cool. Est-ce que il y a des idées préconçues que vous entendez par rapport à le perçage en général ou à certains perçages que vous entendez souvent puis vous êtes soit comme tanné d'entendre, vous voulez rectifier le tir là-dessus? Il y en a plein. Je pense que un de mes plus gros pet peeves, c'est que les gens, quand les gens, puis c'est pas comme à personne, mais c'est quand je l'entends, ça m'irrite un peu, mais quand les gens pensent qu'un lobe, ça se fait au punch. Alors que les cartilages à l'aiguille, mais les lobes, tout au punch. Ça, je pense que c'est une des plus grandes méconceptions qui est un pet peeve pour moi au final. Ou le classique, faut le tourner pour pas qu'il colle. Ah oui. Donc, on fait référence au bijou. Donc, tourner son bijou pour pas qu'il colle dans la peau, je pense que c'est un autre des trucs qui est problématique pour moi. Mais, je pense que c'est ce que j'aurais à dire à cette question-là. Moi, ce serait les poches de tea tree oil sur les boules de chair. Les gens, ils mettent n'importe quoi sur leur perçage. C'est parce qu'ils veulent. Mettons, souvent, tu vas avoir une boule de chair qui est de l'irritation. On se fait, écoute, sur Internet, tu peux trouver un paquet de sites qui vont conseiller ce type de méthode-là. Malheureusement, ça va juste irriter davantage ton perçage. Il y a plusieurs gens pour qui ça a marché, puis tant mieux, mais je pense que c'est vraiment juste de la chance. C'est quelque chose qui est extrêmement irritant, là. Je pense qu'Alex a ouvert une boîte de Pandore avec ce qu'il vient de dire, mais je disais tantôt, mes plus gros pet peeves, c'est les lobes au gun, puis les manipulations. Mais je rectifie, je pense que mon plus gros pet peeve, c'est le mot infection. Ah oui, wow, oui. Ouais, je pense que tu as ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Tout le monde fait de l'infection tout le temps. Je crois que peu de gens font une infection, là, réellement. Mais le mot est surutilisé. Donc, dès qu'on aperçoit une rougeur ou un petit peu de déjection de fluide, on remarque ça. Les gens sont sur le mot infection. Donc, hey, mon perçage est infecté. Donc là, ça a recours à on cherche toujours la méthode pour prévenir des problèmes. Donc, quand on voit une rougeur, les gens sont tout le temps sur des recours style médicaux, mettons genre une crème, un onguent, un traitement des fois, tu sais. La pire ou des fois retirer son bijou, tu sais. Mais ça, je pense que c'est l'affaire qui est le plus dit dans l'histoire du perçage. Mettons, quand c'est fait dans les excellentes conditions, que ton perceur a travaillé avec une asepsie quasi totale ou presque, ou totale, que tu as bien pris soin de ton perçage, les risques sont très minimes. Il y a toujours une marge d'erreur, ça c'est sûr, ça peut arriver. Mais nous, on doit faire quelque chose comme 10 000 perçages dans une année. J'ai peut-être 2 clients, peut-être 3, qui me disent qui ont réellement besoin d'eux. Puis si les gens qui écoutent, veulent savoir comment prévenir une infection, on a des outils là-dessus sur Instagram, puis notre site web est bourré d'informations aussi. Mais la chose la plus commune que les gens vont faire, c'est genre aller le manipuler puis aller voir avec leurs doigts, on va dire. Mais la chose qui devrait être faite, ce serait juste de reprendre les soins de base. Ça, je pense que c'est la chose que je dis le plus dans une année. Prévenir une infection alors que c'est juste pas infecté, mais c'est ça. C'est que souvent, les gens vont confondre irritation et infection, puis
ouais, c'est ce qui va arriver la majeure partie du temps. Je pense que parce que les gens, ils ont juste peur, ils comprennent pas. Ça leur fait mal, c'est rouge, c'est pas agréable. Mais ça veut pas nécessairement dire que c'est infecté. Généralement, ça va être de l'irritation, soit que tu as dormi sur ton oreille qui était comme percée plus récemment ou même moins récemment. Tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu l'as accroché sans t'en rendre compte. Tout peut arriver. On saute vite sur le mot infection. On saute vraiment vite, mais il y a une majeure différence entre les deux. Puis, tu sais, avant de dire que c'est infecté, c'est juste important de toujours valider avec votre perceur. Ça t'arrive-tu toi aussi en ton domaine? Oui. Je m'en allais justement dire du monde qui m'écrive, mettons, Joe 4, comme là, mon tatou est super sec, il est en train de s'infecter, il m'envoie une photo, puis c'est comme top notch, un beau tatou qui est juste comme légèrement comme sec, puis c'est normal, tu sais. Oui. C'est comme, non, continue, all good, là, genre, ça fait partie du processus. Exact. Mais souvent, peut-être des gens qui sont plus à leur première fois, tu sais. C'est ça, c'est stressant toujours, puis c'est normal, puis c'est correct aussi. Mais c'est ça, c'est que les gens vont souvent sauter vite sur ce mot-là. Là. Cool. Puis en fait, tantôt, tu parlais de punch, ça me fait penser. Là, je vais pas prendre les auditeurs pour des gens niaiseux. Veux-tu expliquer ou voulez-vous expliquer c'est quoi un punch puis pourquoi c'est bon ou pourquoi c'est pas bon? Oh. Let's go. Un punch, un gun, un pistolet ou name it, c'est un fusil, littéralement. Donc, une petite gâchette, un petit spring. Puis, ça pousse un bijou qui est pointu dans ta peau. L'exemple que je dis tout le temps, c'est un peu comme si tu pousses un cure-dent dans ta peau. Si tu pousses assez fort, ça va rentrer. Il y a des gens, des auditeurs qui vont peut-être penser à quelqu'un qui a déjà pris les épingles à bébé, là, de couche à bébé, puis tu sais, ça passe dans le perçage. Ben, même ça, c'est plus piquant. Ouais. Que le bijou avec lequel ils vont percer avec le punch. Exact. Fait que ça, c'est un gun. C'est le mécanisme. Les nouveaux guns, en passant, j'en profite pour faire un petit peu de prévention. Les nouveaux guns, c'est, au lieu d'avoir un pistolet, une gâchette, c'est un spring que tu gères, au final. Ça s'achète sur Amazon, en passant. C'est malheureux. C'est un fléau. À chaque semaine, on a des gens qui ont des problèmes avec ce genre d'outils-là. Mais ouais, fait qu'au final, c'est les nouveaux. Il n'y a juste plus de gâchette. C'est juste un spring. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est bon? Aucune raison. Ce n'est pas bon. Les gens devraient arrêter d'utiliser ou d'offrir ce service-là. Ça, c'est ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Puis pourquoi il y en a qui prennent ça? La simplicité, les manières de penser. Le manque d'éducation. Ils savent pas. On dirait que quand quelqu'un n'a pas eu de problème avec ça, il va dire que c'est une bonne méthode. C'est un peu comme... genre, tu pourrais fumer toute ta vie et dire hey, il n'y a rien de mal avec la cigarette. Mon grand-père, il fume, il a 88 ans, il fume encore 4 paquets par jour. Il est en parfaite santé, tu sais. Il se serait peut-être rendu à 108 s'il n'avait pas fumé, tu sais. Ah oui, ça, on l'entend. Mais tu sais, ça, c'est les croyances, au final, pour répondre à ta question. Les manières de penser. C'est un domaine qui est très niché, le perçage, tatouage, ça a été popularisé dans les années 80. Fait que c'est encore très jeune, tu sais. Fait que l'âge de nos parents ou de nos grands-parents, tu sais, ils se perçaient ça avec une épingle ou une aiguille. Avec une pomme, une glace, un grand-père qui était comme viens, moi te le percer, moi te mettre la glace avec un clou là. Mais tu sais, c'est pas comme ça. Pour revenir à ta question aussi, bon, l'aspect asepsie n'est pas adéquat avec un gun. C'est juste inexistante. Complètement inexistante. Tu ne peux pas stériliser un gun. Il y a des stérilisations à froid qui existent, fait que ça peut l'être, mais c'est rarement le cas, disons. Souvent, c'est comme emballer et tout. La formation de la personne qui va l'utiliser est souvent problématique. Donc, oui, c'est cool d'avoir des outils stériles. T'es là-dedans, tu pourrais ouvrir tes tubes, tes aiguilles, puis pas les avoir mis à la bonne place, fait que t'es contaminé par la surface, ou juste les prendre avec tes mains et les déplacer parce que tu n'as pas pensé, ou ton protocole, il y a une faille. Après ça, t'as les bijoux. Les bijoux utilisés, comme on disait tantôt, c'est juste pointu. Ça vient souvent avec un magnifique papier en arrière, quelque chose qu'on n'aime vraiment pas. Donc, au final, comme Alexandra a compté au début de son podcast... On revient au perçage de narine. Le perçage de narine coincé, ça installe ce genre de bijoux-là. La procédure est tellement invasive sur ton corps que ça stimule une réaction inflammatoire beaucoup plus supérieure qu'à l'aiguille, tout simplement. Puis, on laisse un bijou donc, qui est malheureusement pas de bonne qualité. Aucun fournisseur de qualité va offrir des bijoux comme ça. Absolument. Puis, tu sais, c'est sans aussi oublier le fait que généralement, ça va être offert, mettons, dans des endroits comme dans le temps Ardennes, il y a Claire's, tu sais, c'est des ados là, qui travaillent dans ces boutiques-là. Moi, j'ai travaillé au Ardennes, j'en ai fait des perçages avec un punch quand j'étais plus jeune. Vous voulez pas faire ça. Moi, je me serais jamais percée avec un des punchs avec lesquels on travaillait. Tu sais, on en avait 2, ça traînait d'un tiroir poussiéreux, puis une fois de temps en temps, on avait quelqu'un qui se pointait en avant, qui voulait avoir un perçage de punch qui est cool. Tu te mets une paire de gants qui est zéro stérile, puis tu sors ton gun qui traîne là-dedans avec un autre gun. Ça s'oublie l'information en 5 minutes sur le bord d'un comptoir.
à juste peine. avant de commencer. À peine, là. tu sais, c'est vraiment ridicule. Puis, tu sais, faites-vous pas percer au punch. Là. Tu sais, les gens qui travaillent généralement en arrière de cet outil-là n'ont pas la formation nécessaire, n'ont pas les connaissances nécessaires de pouvoir vous offrir quelque chose qui est absolument sécuritaire. C'est pas ça qu'on veut. Est-ce que vous pourriez faire un bon perçage au punch? Non. Ben, en termes d'angle, peut-être. Oui, il serait bien anglais, là, ça serait bien placé, puis tout, mais comme, my God, il n'y a rien à faire avec ça. Puis, tu sais, le bijou qui va être là-dedans, non. Mettez pas ça dans vos oreilles, dans votre nez. J'ai déjà eu quelqu'un qui s'est fait percer le nombril au punch. Là, comme, Un sein. J'ai faites déjà pas entendu ça. un sein aussi. Pour répondre à ta C'est question, terrible, non, parce que je pense qu'aucun perçage fait au punch est bien, de base, par définition, on va dire. Ce que j'aime dire aux gens qui, des fois, en ont, tu sais, c'est, ben, tant mieux, je suis content que ça ait bien été, puis je suis content que ce soit droit, tu sais. Mais au final, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont d'autres issues, là, tu sais, c'est pas un podcast de diffamation sur les punchs. Non. Mais ouais, c'est pas un outil qui est recommandé au final, là. Très cool. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se fait percer pour la première fois? Puis le mettons qui écoute en ce moment le podcast, puis qui est pas percé, puis qui aimerait ça, mais qui est anxieux, stressé, nerveux, peu importe. C'est quoi les conseils qu'on donne à ces personnes-là? Mettons comme avant son rendez-vous de perçage. Oui, exact. C'est ça comme... Ah, mais de bien avoir dormi, de bien avoir mangé aussi. Tu sais, les gens sont stressés avant leur rendez-vous de premier perçage, généralement. Puis, bon, je suis bien placée pour le savoir. Le stress, des fois, ça te fait complètement couper l'appétit. My God, faut manger. C'est vraiment important. Tu sais, on veut prévenir un maximum, tu sais, de Genre des chutes de pression ou des chocs? Ou oui, mais oui, réactions? absolument. Oui, des réactions, merci. Okay. De mauvaises réactions, tu sais, suite à ce perçage-là, on veut que ce soit une expérience qui est agréable, une expérience aussi, tu sais, que tu vas te rappeler. C'est quelque chose, généralement, quand on prend rendez-vous pour un perçage, c'est quelque chose avec lequel on se regarde dans le miroir puis on se voit avec, on veut vraiment l'avoir. On est prêt à passer par-dessus ce petit stress-là que ça nous donne de se faire percer. Mais il faut vraiment bien manger. Vraiment bien manger. Éviter de consommer aussi trop de caféine avant ton rendez-vous. Ça peut vraiment aider parce que là, tu es assis dans la salle, tu es stressé, tu as chaud. C'est vraiment pas pour t'aider. Ouais, c'est pas mal ça, je vais conseiller. Je rajouterais juste rationaliser. Tu sais, exemple, jeune fille, mettons 14 ans, veut un perçage de nombril. Il est reconnu pour être un petit peu plus... créer un petit peu plus de choc vagal, disons ça. Mais souvent, ce qu'on remarque, comme Alex ça disait, c'est vraiment très stressé. Pas sous-alimenté, je dirais pas ça, mais ne pas manger la journée même ou très peu, tu sais. Le stress est dans le fond, les amis sont là dans le coin, ils veulent filmer, chose qu'on n'autorise pas en passant la plupart du temps. Mais rationaliser, tu sais, c'est pas la première, ce sera pas la dernière à l'avoir. Si ce serait si pire, personne ne le ferait. C'est une petite douleur qui dure pas longtemps, c'est réglé. Je pense que d'arriver calme, rationnel, c'est le best. Puis là, après ça dépend. Il y a des personnes qui stressent en maudit, d'autres moins. Les accompagnateurs, accompagnatrices, ça peut être vraiment à double tranchant. Là. Il y en a qui sont comme parfaits parce que justement, mettons, moi, je sais que je suis stressé, mais ma blonde est vraiment bonne, elle me gère bien, puis tout. Fait que tant mieux, elle est là pour m'accompagner. Puis il y en a qui, au contraire, ils stressent vraiment beaucoup. Puis même, je le remarque beaucoup, je sais pas si c'est pareil dans le perçage, mais dans le tatouage, les parents qui accompagnent leurs enfants, là, qui sont stressants. Mais ils sont plus stressés généralement que les enfants qu'on va percer. Puis c'est correct, on va toucher à leur bébé, tu sais, c'est précieux. C'est autant les pires que les meilleurs. Ça dépend de qui je dis les pires, dans le sens genre pas, je les aime pas, là, vraiment pas ça. Non, mais puis c'est maladroitement qui sont stressants. Tu sais, mettons, moi, j'aime ça. Tu sais, les dad jokes, mettons, j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, des fois, juste pour détendre l'atmosphère, si le père est là, si tu vois qu'il y a d'humeur à ça, j'aime ça en faire, puis on dirait que ça détend l'atmosphère. Tu sais. Évidemment, tu sais, on est capable de lire notre client, tu sais, comment il se sent, comment il va. Tu sais. Clairement, si la personne est sur le bord de vomir, on fera pas une joke, on va sortir la drill, tu sais. C'est ça qu'on va faire. Mais, les accompagnateurs, nous autres, c'est un point que j'allais dire, c'est de choisir un bon accompagnateur aussi, là, dans ton domaine. Tu sais, moi, de mon bord, j'entends beaucoup parler de monde de plus en plus qui vont tatouer avec, mettons, des... Je sais pas si j'utilise la bonne terminologie, mais des 25 mags, là, des longues brosses, mettons. L'accompagnateur qui regarde le tatou se faire, il est comme « Oh my God, c'est gros! » Puis là, la personne est couchée, puis elle a déjà mal, tu sais. Puis là, ça trigger, on va dire, ça déclenche un choc. Mais nous, dans le domaine, tu sais, une aiguille, c'est long. T'sais, ça a une certaine longueur, mais le 3/4 de la longueur et plus, c'est juste moi qui la tiens. Ah oui. Mais l'accompagnateur, lui, il va dire « Oh my God, c'est gros! » tu sais. Puis là, la personne est comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tout dégénère, tu sais. C'est tellement stressant. Fait que choisir un bon accompagnateur, je pense que c'est le best pour ça. Là, mais... très cool. Puis voulez-vous me dire... Là, j'ai une question qui est pas formulée dans ma tête encore, mais je vous donne un exemple, tu sais. En fait, non.
C'est sûr que vous percez des gens très régulièrement, des gens que vous connaissez très bien, puis que même que à force de voir, vous devez connaître plus ou moins c'est qui leur chum, leur blonde, leur famille, leurs amis, puis que vous voyez très souvent, vous percez un peu partout. Comment ça marche? Comment vous voyez ça, développer une relation comme long terme avec des clients qui viennent vous voir, puis il y a beaucoup de vulnérabilité dans le perçage aussi, même selon les endroits que tu te fais percer, puis tout ça. Comment vous voyez ça, la relation client? Je trouve ça tellement beau, c'est tellement le fun, Ça change, j'aime le plus. Oui, c'est super valorisant aussi parce que ces gens-là nous font totalement confiance. Puis ils ont raison, tu sais, c'est des années, tu sais, de contact avec cette personne aussi. Puis non, c'est vraiment beau de voir justement ces relations-là qui grandissent puis ils sont comme « Ah, j'en ai parlé à ma cousine. Ma soeur va venir te voir la semaine prochaine. Elle a tellement hâte. J'en ai parlé à telle personne. Mon cousin il a mis des cartes de la boutique sur un tableau là, partout à l'hôpital. Là. Il y en a placé à grandeur. Ouais, c'est le fun. Oui, c'est vraiment cool. Ouais. C'est juste vraiment agréable d'avoir cet impact-là sur les gens puis de pouvoir leur offrir aussi. Ouais, ben oui, absolument. Mais souvent, ces gens-là vont... le perçage, c'est pas juste de se poser un beau bijou, c'est tellement plus que ça. On veut améliorer une partie de son corps, généralement, soit qu'on n'aime pas ou on trouve qu'il manque quelque chose. Il y a des gens qui vont venir se faire percer suite à des événements qui sont absolument tragiques. Ils veulent se réapproprier leur corps, se réapproprier leur vie, leur personnalité aussi. C'est des choses qui vont vouloir justement aller se réapproprier dans tout ce processus-là. Puis d'accompagner les gens là-dedans, c'est absolument fantastique. Moi, j'ai l'impression qu'on joue un rôle dans leur développement personnel, puis dans leur avancée finalement personnelle, puis c'est malade, là. Une des choses que j'aime, c'est justement avoir de génération en génération. C'est quelque chose que j'aime. Ça va faire, bon, comme je l'ai dit un peu tantôt, mais ça va bientôt faire 11 ans que je suis dans le domaine. Fait que j'ai percé du monde qui ont eu des enfants. Puis là, maintenant, je perce leurs enfants. Je trouve ça vraiment cool. Récemment, excusez pour le micro encore. Récemment, j'ai percé 3 générations la même journée. Donc, la grand-mère, une de ses filles et sa petite fille au final. Puis c'était pour marquer un événement important dans leur vie. J'ai été honoré de faire ça pour eux. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai actuellement, je sais pas si les filles vont se reconnaître, mais en tout cas, j'ai 3 sœurs que je perce, 2 sœurs que je perce depuis longtemps, bientôt la 3e. Puis ils se réfèrent, leurs amis, ils viennent nous voir. Donc, la confiance qui est montrée envers notre studio, envers nous, moi, c'est ce qui me fait le plus de plaisir dans mon domaine. Là. Puis, j'essaie de me rappeler des noms. Je suis pas le meilleur, mais du moins, les visages, je m'en rappelle plus. Mais je trouve ça le fun de les recroiser au centre d'achat, au café, un peu n'importe où. Puis, j'aime ça. Ma blonde, elle trouve ça drôle parce que on peut pas sortir à un endroit sans que je me mette à parler de perçage avec quelqu'un. Des fois, c'est de tous âges confondus. Des fois, c'est des petites filles qui ont des opales roses que je remarque dans un allée. Je suis comme, hey, toi, je te connais. Puis là, ses parents me reconnaissent après. Des fois, c'est la grand-mère dans une épicerie. Je trouve ça vraiment cool comme travail. Vraiment comme relation qu'on bâtit au final. Là. Très cool. Ouais. OK. À votre avis, quelles seront les futures avancées technologiques dans votre domaine qui sont excitantes pour le futur? Moi, j'aimerais ça avoir des lasers. Mais c'est pas une avancée technologique, je pense que c'est une application à notre domaine plus qu'autre chose. Okay. Des lasers, pas pour percer, mais pour marquer des perçages en symétrie. C'est le genre de truc que moi, je cherche. Je suis en train je veux pas dire... C'est pas moi qui est responsable, mais j'essaie de l'appliquer. Donc, j'allais dire développer, mais je veux juste l'appliquer à mon domaine, dans la sorte que ça peut rendre ça plus facile, plus rapide, plus exact. Puis après ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est ton travail initial. Je prends l'exemple d'une paire de narines. Je suis en train de faire des tests là, actuellement où on met des lasers, mettons, de construction, tu sais. Puis on choisit la hauteur, on choisit la profondeur avec ça. Puis c'est des tests, fait que ça marche pas toujours, mais des fois oui, mais je pense que c'est les avancées technologiques les plus cool dans notre domaine qui pourraient faire avec ça. Sinon, je sais qu'il y a des perceurs européens qui utilisent des petits outils stérilisables qui permettent de marquer les distances entre certains perçages, mais c'est surtout pour des projets comme multiples. Je trouve ça vraiment cool comme idée, comme avancée. C'est le genre de choses qu'avant, on ne voulait pas sortir nécessairement une règle. Surtout que, mettons, on prend 3 bijoux de différentes grandeurs. La règle, elle ne servira comme un petit peu à rien. Mais de marquer les perçages avec ce genre d'outils-là, je pense que c'est des petits avancements qui sont de plus en plus voués à gagner en popularité. Ouais. Mais pas... peut-être des outils de stérilisation, peut-être, qui vont être peut-être plus rapides. Oui, des outils de stérilisation plus rapides, de décontamination aussi, ce serait absolument extraordinaire. Genre, tu sais, j'ai pas entendu rien parler à ce niveau-là, mais tu sais, je pense que
les applications de la technologie qu'on pourrait avoir dans notre domaine, je pense que ce serait pas mal ceux-là. Tu sais. Très cool. Ouais. Parfait. Hey, on serait rendu aux questions du public. Fait que là, pour ceux qui ne le savent pas, qui écoutent peut-être le podcast pour la première fois, si vous voulez poser des questions aux gens que je reçois, je fais des stories sur Instagram. Fait que vous pouvez me suivre là-dessus pour poser des questions. Donc voilà, attendez, j'ai mal écrit. Première question du public. Quels sont les meilleurs types de bijoux que vous conseillez pour une bonne guérison? Ou à l'inverse, que vous conseillez pas pour une bonne guérison? Ben, il y a quand même différentes options. Tu sais, nous, on va conseiller des bijoux. C'est une question matérielle beaucoup. Question de poids aussi. Tu sais, souvent, il y a des bijoux qui sont extrêmement gros puis extrêmement lourds. On va déconseiller ça. Mais je vais commencer par le début. Là. On va conseiller des bijoux qui vont être en titane de grade d'implantation ou en or solide 14 carats et plus. Ça peut... c'est pas mal autour de ça qu'on va naviguer. C'est des bijoux qui sont d'un grade implantable, des bijoux qui sont recommandés aussi là, par l'APP. Puis c'est... L'APP, c'est? L'Association des perceurs professionnels. Ouais. Oui, souvent, les gens qui vont percer avec un gun ne font pas partie de l'APP. C'est bon à savoir. Il y a plusieurs petits détails aussi que j'ajouterais à ça. Mais tu sais, mettons qu'on reste dans les perçages classiques, on va dire narine, septum et autres. Tu sais, bon, comme Alex disait, titane, de grade d'implantation, or 14 carats et tout, c'est un minimum. Mais il y a aussi certains autres alliages, certains autres composantes dans les bijoux qu'on ne réfère pas. Donc, on s'assure d'avoir les 1000 certificates, fait que les certificats de fonderie, au final, on veut s'assurer d'avoir les bonnes composantes dans le bijou. Ça, c'est le genre de détail qu'au final, avec certains fournisseurs, on va avoir une certification qui n'utilise que ça. Donc, ça, c'est merveilleux. Surtout d'être capable de garantir, en fait, à nos clients qui n'auront pas une réaction allergique ou une très faible chance de pouvoir avoir une réaction allergique. Des bijoux qui vont être sécuritaires, des bijoux qui peuvent aller dans leur corps, avec lesquels ils vont pouvoir bien guérir sans avoir de problème d'enflure. D'une enflure due à une réaction allergique ou des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment juste pour les clients le meilleur possible, en fait, pour l'être humain. Là, c'est ce qu'on va vouloir utiliser. Les gens, généralement, ils vont avoir tendance à être extrêmement réactifs au nickel. C'est quelque chose qu'on veut absolument pas voir dans nos bijoux, que ce soit dans la composante de l'or. Oui, exact. Que ce soit dans la composante de l'or des bijoux qu'on va utiliser. Bref, c'est ça. C'est vraiment d'avoir un certificat de fonderie qui nous explique exactement qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce matériel-là, puis de s'assurer que c'est absolument sécuritaire. En plus, il y a certains autres métaux qui peuvent être intéressants. Je te regarde, je vois que tu as des stretches. Quelqu'un qui voudrait des stretches, ben, on ne va pas nécessairement percer avec des bijoux de stretch en or. On peut utiliser des métaux qui sont non poreux et qui sont sécuritaires pour le corps, tels que des pierres ou du verre. C'est le genre de métaux qu'on va utiliser. Puis une dernière annexe que je voudrais faire à ça, c'est on veut utiliser des bijoux qui vont pas oxyder. On parlait de titane, mais le titane, le mot complet, c'est titane de grade d'implantation. Puis souvent, les gens arrêtent au mot titane ou acier chirurgical. Acier chirurgical, merci. C'est un des grades qu'on va fortement déconseiller. Ta question avait 2 volets, donc ça, c'en est un qu'on va déconseiller. Mais aussi tout ce qui est poreux. Donc, percer, mettons, avec des bijoux en bois. Percer avec des bijoux usagés. Percer avec des bijoux, c'est de l'argent qui a un indice de toxicité quand même assez élevé, mais aussi un niveau d'oxydation présent. On pense à, mettons, des fourchettes, des verres, ça oxyde. Mais si on le porte, ça fait un peu près la même chose, mais à une vitesse plus rapide. T'sais. Là, mettons, moi, ça fait longtemps que c'est guéri, ça, mais là, moi, c'est mou. C'est pas bon que j'aille ça? Les plaques en silicone, c'est pas le best. Silicone, c'est pas bon. C'est pas le best. Il y a une version qui est de grade d'implantation. Ça doit pas être ça. Mais c'est surtout, en fait, que ça respire pas. Est-ce que tu les enlèves une fois de temps en temps? Une fois de temps en temps. OK. Ben moi, je te recommanderais de les enlever plus souvent. Ouais. OK. Genre, à toutes les fois que tu es dans ta douche, prends le temps de les enlever. Fais juste comme les rincer comme il faut. Laisse ta peau respirer. Parce que des fois, elle ne veut pas te chaud. Ben oui. Puis ta peau, elle sécrète des choses. Ça va sécréter du sébum, elle va sécréter de la sueur. Il y a de la poussière, des corps gras, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont se ramasser là. Puis, même si ça fait longtemps que tu as été percé, comme moi, j'ai eu des stretches pendant vraiment longtemps. Puis, un moment donné, sans aucune raison, ça faisait trop longtemps que j'avais ma paire de plugs dans les oreilles, je me suis réveillée vers 2h du matin avec une douleur là, absolument incroyable. Et mon oreille, c'était comme fendue. Ouais. Puis c'était complètement, puis ça, je peux le dire, c'était complètement infecté. Il y a quelque chose qui s'est passé là-dedans parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas enlevé mes plugs qu'il y a de quoi qui rentrait là-dedans.
dans cette petite fente-là qui est devenue comme un gros problème. Puis aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus mes plugs. Là, je voulais pas... Comme toute blessure, on va la garder propre au final. On va la garder propre. Exactement. Fait que, le silicone, pas que c'est nécessairement mauvais. Mon Dieu, c'est des stretches. Il y a beaucoup de types de bijoux qu'on peut porter à l'intérieur des stretches sans que ça soit nécessairement trop problématique. Mais mon conseil, ça serait juste les retirer plus souvent qu'autrement. Puis juste de vraiment bien les laver. Parce que je suis pas tout seul à porter genre ça. Mais en fait, non. Ça a été long avant que je porte ça. Puis c'était quelqu'un que je voyais souvent qui me disait comme, hey, tu devrais, c'est full confort, c'est full le fun. Puis tout. Au final, on dit, ta question, c'était qu'est-ce qui devrait être utilisé, qu'est-ce qui ne devrait pas être utilisé. Mais au final, c'est des facteurs de risque, on pourrait dire ça même. Des gens qui vont tolérer des mauvais métaux dans leur corps facilement sans avoir de problème, puis donc vont pouvoir les recommander. Ouais. Mais nous, on s'assure juste d'offrir quelque chose qu'on est certain qui ne te créeront pas de réaction au final. Fait que, silicone, c'est bon, mais ça peut ne pas l'être, ça dépend de la personne. Un peu comme des bois style l'ébène. Oui. C'est risky. Il y a quelqu'un que. je vais reformuler la question de quelqu'un. Comment est-ce qu'on accompagne, en tant que perceur, quelqu'un qui a peur des aiguilles? Est-ce que ça arrive souvent? Ah, ben oui. T'es bien placé pour ça. Comment on l'accompagne? Favoriser le résultat, minimiser la procédure. Au final, on montre jamais l'aiguille par plaisir aux clients. On travaille avec une chambre, donc si la personne pose des questions, on va leur expliquer que tout est stérile dans cette chambre-là. Mais sinon, on essaie juste de relaxer la personne, lui expliquer les étapes qui vont être entreprises avant même la personne, disons, va choisir son bijou. On va lui expliquer les étapes qui vont s'en venir. Rendu dans la pièce, le niveau de stress, soit il va spiker, il va être plus intense. On réexplique à nouveau, on fait rien sans avoir l'accord de la personne. Moi, j'aime ça percer les gens avec une certaine respiration. Donc, avant de percer, les auditeurs que j'ai déjà percé vont le savoir, mais je leur ai fait tous inspirer et expirer. Puis souvent, ça se passe bien. Genre, personne crie, pleure, quoi que ce soit. J'ai peut-être eu 2 personnes dans ma vie qui étaient phobiques, que là, ça n'a pas fonctionné, mais règle générale, ça se passe bien. Puis souvent, les gens, ils tolèrent beaucoup mieux. Je pense que comme tu dis, c'est vraiment de leur expliquer. C'est moins un inconnu. Oui, c'est ça. Mais c'est moins inconnu. Ils ont plus un contrôle sur la situation quand ils savent exactement étape par étape qu'est-ce qu'on va faire. Puis le fait aussi qu'on travaille avec eux, on n'y va pas à contresens de ce qu'ils veulent. On leur explique qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que tu es prêt? Oui, parfait. Parfait. Prends une bonne respiration. Puis à ce moment-là, il va y avoir une expiration. Puis généralement, le perçage va se faire à ce moment-là. Mais juste de ne pas être dans l'inconnu, je pense que ça aide énormément. Puis jamais montrer les aiguilles. Tu n'as pas besoin de montrer ton aiguille. L'aiguille à ton client, comment ça fonctionne, à quel point c'est pointu. Des étapes qui sont absolument pas nécessaires, à moins que la personne le demande. Pour se rassurer, mettons. Exactement. Mais sinon, elle va toujours rester cachée dans les mains. Là. Même si elle le demande, moi, je dis jamais oui, mais après oui. Donc, pas avant la procédure, mais après. Okay. De sorte qu'il n'y a rien qui va te rassurer de voir l'outil avec lequel je vais te piquer dans quelques secondes. Donc, après, ça me fait plaisir parce que tu n'as plus mal, ça va bien, tu es content, tu as vu le résultat. Le voir après, ça fait plus d'effet vraiment. Mais avant, ça peut juste être pire. Puis même moi, comment je le vois, puis je suis sûr que ça s'applique à plein de domaines, certainement à nos 2 domaines, mais juste tellement comme accompagner, genre gérer le client assez pour qu'il n'y ait même pas le temps de penser. Fait à chaque étape, tu parles, tu poses des questions. Ou c'est sûr que, mettons, moi, clairement, c'est plus long qu'un perçage, mais mettons, toute la préparation de là, tu sais, mettons, souvent, le monde sont très, très, très stressés, puis les réactions les plus communes qu'on va avoir, mettons, c'est rare que ça arrive, là, mais mettons, des petites baisses de pression, puis tout, c'est souvent avant le tatou, là, comme juste avant, pendant qu'on pose le stencil, puis tout. Fait que pendant ce temps-là, c'est. En tout cas, moi, je jase, tu sais, puis si j'ai des trucs à dire sur ce que je fais, je le fais, mais sinon, comme. Des questions de small talk, là, juste pour pas. Je te laisse pas le temps de stresser. Puis même, surtout au début du tatou, j'ai remarqué que les 5 premières minutes, des fois, je peux pas jaser pendant 7 heures avec quelqu'un non-stop, là. Mais surtout les premières minutes, encore plus dans les premiers tatouages, là, comme c'est souvent là que le monde comme overanalyse la douleur, puis ce qui se passe. T'sais. Je m'intéresse beaucoup à mes clients, aux gens avec qui je travaille aussi. T'sais. Fait que, je vais utiliser le mot small talk, mais c'est pas genre pour tuer le silence, mais vraiment juste pour parler. Je trouve ça le fun, puis ça te développe aussi une relation avec ton client, puis en plus, ça les déstresse. Oui, ça désamorce. Ils n'ont pas le temps d'aller stresser. Exactement. Absolument. Cool, puis là, j'ai une dernière question du public pour vous. Let's go. OK, oui, il y en a une qui a déjà été répondue, qui est le perçage que vous faisiez le plus souvent, vous en avez parlé. Fait que là, ma dernière question que j'ai pour vous du public, c'est pouvez-vous, puis là, moi, c'est un sujet que je connais pas tant. Fait que là, c'est à vous de me dire. Pouvez-vous
nous donner votre avis sur les snake eyes. Est-ce qu'il paraît c'est de quoi de controversé ou pas? Et expliquer Je suis tellement contente de donner mon avis publiquement sur le snake eyes. Oh oui, vas-y. Dites c'est quoi avant, juste pour l'expliquer. Là. Je vais avec la définition, puis je vais laisser Alex en parler vu qu'elle est obviously très heureuse. Un snake eyes, c'est un perçage de surface sur la langue. Au final, on voit que 2 petites billes, puis si la personne sort la langue, on dirait un petit serpent. Ça, c'est la définition les noms du de perçage. Mais c'est the worst, littéralement. Puis là, je laisse Alex y répondre. Okay. Dans le fond, c'est que ça va bloquer. T'as plein d'affaires dans ta langue. Mais là, tu vas aller bloquer deux muscles. Deux groupes de muscles dans ta langue avec ce bijou-là. Premièrement, c'est écoute, non, là, on ne fait pas ça. Là. C'est une tige qui, généralement, va être comme ça avec 2 billes, qui va aller bloquer tout ce qui se passe à l'avant de ta langue. Finalement, une mauvaise idée, là, comme c'est vraiment pas une bonne idée. C'est sûr et certain, ça va juste mal finir, que ce soit avec le temps ou que ce soit très rapidement après ton perçage. Ça peut causer des problèmes de santé absolument terribles. Puis on le souhaite vraiment pas à personne. Un perçage, c'est supposé être le fun, c'est supposé être sécuritaire. Puis il faut que ça reste comme ça. Fait que, tu sais, de pratiquer ce type de perçage-là, non. C'est comme les perçages de joues, on fait pas ça. C'est pas une bonne idée. Ben c'est une question que j'avais un peu tantôt, mais là, je me doutais qu'on allait l'aborder là. Mais tu sais, c'est quoi les perçages que vous refusez de faire? Puis c'est tout le temps par raison de guérison, puis c'est une mauvaise idée, sûrement? Pour utiliser la terminologie que tout le monde connaît, les perçages de dahlia, donc un peu à la commissure des lèvres, les perçages de joues, on les refuse. Les perçages au niveau des snake eyes, on les refuse. Après ça, tout ce qui est microdermal ou perçage de surface, des endroits qui seraient très accrochants, on va les refuser parce qu'on ne croit pas à leur taux de succès. Oui, on s'en fait beaucoup demander pour les pouces, sur les poignets. On pourra même plus mettre sa main dans sa propre poche, disons, aller chercher son cellulaire. C'est pas une bonne idée. Laver sa vaisselle, ce genre d'affaires-là qui peuvent être problématiques. Pour finir, pour juste complémenter la réponse à Alexandra, c'est un point de vue de perceur. Le snake eye aussi a un taux de... pas un taux de... Quand je l'expliquerai, va favoriser une récession de gencive beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre perçage. Ah, ben oui, hein? Quand on essaie d'analyser un petit peu comment on parle, le bout de notre langue vient toujours cogner un petit peu le bout de notre... de nos dents, excusez. Donc, inévitablement, même au repos, il va y avoir 2 boules qui vont être appuyées contre des gencives et nos dents. Ça peut créer des problèmes. Je ne veux pas utiliser les terminologies que je ne connais pas, donc je peux juste dire que ça va briser les dents et créer une récession de gencive. Sans parler des risques de migration aussi. Donc, quand on parle de migration, c'est que le perçage, le mot commun dans le jargon, c'est un rejet. Donc, il va s'amincir, mais pas toujours égal. Des fois, il peut tilter d'un côté, des fois de l'autre. Fait que ça peut être un enjeu. Puis, Alexandra parlait aussi du perçage qui va passer de gauche à droite dans la langue. Ben, il faut qu'on pense qu'il y a des vaisseaux sanguins sur le longitudinal au niveau de notre langue. Fait que d'aller percer perpendiculaire à ça, c'est de risquer de les toucher. Puis ça peut créer là d'autres problèmes. Donc, on le déconseille fortement. Le perçage de joues, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on a des bonnes artères au niveau des joues. Donc, on pourrait éviter ça. Il y a eu un cas à Québec il y a quelques années où ce que le perceur croyait à ces perçages-là. Puis là, je pense que je compte l'histoire comme il faut, mais le perceur croyait à ces perçages-là. L'a offert, ça finit avec une situation d'urgence en ambulance parce qu'une artère a été touchée. Je crois que c'est ce qui m'avait été rapporté, mais c'est le genre de choses qui peut arriver. Avec, sous réserve. Ouais, c'est ça, c'est un excellent perceur, c'est juste, c'est arrivé. C'est pour ça qu'on déconseille. Nous, on mise sécurité sur nos perçages, puis durabilité aussi. Les seuls perçages qu'on offre qui ont un moins haut niveau de durabilité, c'est perçage de microdermal et de surface, mais on les fait avec des clients qui sont avertis. Oui, c'est ça. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, que c'est un perçage qui n'est pas nécessairement viable. Il y a des gens qui vont l'étoffer comme vraiment longtemps, les perçages microdermal surface. Il y en a qui vont les avoir toute leur vie, mais c'est un pourcentage de gens minime en comparaison à ceux qui vont avoir des rejets, soit très récemment, suite au perçage ou même un petit peu plus tard. Généralement, on va dire que ça a une durée de vie de peut-être 7 ans en moyenne. Donc, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Perçage microdermal puis de surface, tu peux avoir un rejet pour une question si bête que ton cycle hormonal fait des siennes. On se met un petit ballon dessus par erreur, un accident. Des choses comme ça, exactement. Fait que s'il y a des fluctuations au niveau de ton cycle hormonal, si jamais tu reçois une niaiserie dessus, là, tout de suite, tu peux faire un rejet. Fait que ça vaut pas vraiment la peine si t'es pas préparé à ça mentalement. Puis pour les perçages de joues, je voulais aussi rajouter que c'est des perçages qui vont rester dans des cycles d'enflure qui durant vraiment longtemps. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver, même si ça fait 1 an, 2 ans que t'es percé, tout d'un coup, ça se met à enfler en fou. Là, ça vient vraiment enfler. C'est difficile à contrôler. On sait pas trop
quoi faire à ce moment-là. Tu sais, comme n'importe qui, tu sais, qui est chez eux, on va pas avoir des outils. Tu sais, moi, j'ai pas d'outils chez moi pour aller m'ajuster des tiges. Là, tu sais, si ça m'arrive à 2 h du matin puis que c'est super enflé dans ma bouche, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, fait qu'on veut vraiment pas ça. Toujours sur le qui-vive. Absolument. Cool. Exact. Quelqu'un veut prendre rendez-vous avec vous? Comment ça marche? Hey, c'est tellement cool. Sur notre site web, il y a une section pour ça. On fonctionne avec la prise de rendez-vous en ligne. Fait que la personne choisit le passage qu'elle aimerait avoir. Si vous n'êtes pas certain du service que vous voulez, écrivez-nous. On va vous diriger, puis on a des liens qui sont cachés qu'on peut vous suggérer. Tu laisses tes infos, tu choisis la plage horaire qui te convient. Nos liens sont sur nos profils Instagram. Mais le rien de best qu'un DM, puis on vous shoot le message. C'est le best. 2025, on est ouvert. Je vais en profiter pour le plugger, mais on est maintenant ouvert 7 jours sur 7 en plus. Fait qu'on avait une demande croissante pour les journées qu'on était fermées. Maintenant, il n'y a plus de problème avec ça. 7 sur 7, on est toujours là. On a de plus en plus de sections de bijoux. C'est croissant, c'est varié aussi. Donc, on est excités en maudit pour 2025. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. Ah oui, puis on vous réserve un paquet de nouveaux bijoux vraiment cool qu'on est en train de planifier. Là, c'est cool. Ouais, c'est vraiment trippant. Cool. Hey, merci full de m'avoir parlé. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi.